Bonjour, je vais donc vous résumer en quelques mots la communication que j'ai faite ce matin à ce magnifique congrès qui est centré sur la carence martiale, avec plusieurs éléments très importants à retenir. Petit 1, la carence martiale avec ou sans anémie, j'insiste sur le sans anémie, est extrêmement fréquente en population générale, également fréquente chez les patients en insuffisance cardiaque, puisque jusqu'à 25 à 30% des patients vont avoir une carence martiale, j'insiste, sans anémie. Deuxième élément très important à comprendre, c'est que cette carence peut être de mécanismes différents. Soit une carence absolue, c'est-à-dire le stock en fer est bas. Je vous rappelle qu'il y a entre 3 à 4 grammes de fer dans l'organisme humain, et donc ce stock peut être bas du fait de pertes sanguines de diverses natures. Ça, c'est un premier mécanisme. Et le second mécanisme, c'est une carence dite fonctionnelle, dans laquelle le stock en fer est plutôt normal, voire élevé, donc les 3 à 4 grammes restent 3 à 4 grammes. En revanche, ce fer n'est pas utilisable pour l'hématopoïèse ou la consommation périphérique dans le muscle périphérique. Et donc on a une carence relative, fonctionnelle, car le stock est bon, mais ce fer n'est pas utilisable par l'organisme. Ces deux mécanismes, carence martiale absolue et carence martiale fonctionnelle, peuvent être bien sûr associés l'un à l'autre dans l'insuffisance cardiaque ou dans d'autres pathologies humaines. Une fois qu'on a compris ces deux grandes classes de carence martiale, les marqueurs qu'on utilise pour détecter cette carence martiale sont de différentes natures. Il y en a deux essentiellement. La ferritine, qui est un très bon reflet du stock martial, le fameux stock dans l'organisme. Et puis le coefficient de saturation de la transférine, qui lui est un très bon marqueur de ce qu'on peut utiliser comme fer pour l'hématopoïèse ou pour la consommation périphérique dans le muscle, qu'il soit cardiaque ou squelettique. Donc on a deux marqueurs, l'un du stock, l'autre plus d'un fer de transport vers les organes cibles. Autre chose importante, c'est que dans la régulation du métabolisme du fer dans l'organisme, on a un cycle fermé. Autrement dit, on mange en moyenne 2 mg de fer par jour, plutôt on absorbe, pas on mange, on absorbe 2 mg de fer par jour, et nos pertes insensibles de fer sont également de 1 à 2 mg par jour. Ce qui explique que l'équilibre de ce bilan martial est extrêmement ténu chez l'homme, ou chez la femme d'ailleurs, en général. À part cette entrée et sortie qui est caricaturale, on a un fer dit de recyclage, qui est le fer qui est contenu dans l'hémoglobine. 2/3 du fer de l'organisme est contenu dans l'hémoglobine, et ce fer est recyclé quand les hématies deviennent sénescentes. Il y a un recyclage de ce fer hématie pour refaire l'hématopoïèse ou la consommation périphérique. Donc on a un équilibre qui est un peu ténu, et un fer de recyclage qui lui vient des stocks, les stocks étant essentiellement dans le foie et la rate. Autre chose importante à comprendre dans le métabolisme du fer, c'est qu'il y a une régulation de ce métabolisme qui se fait via deux protéines importantes. L'une s'appelle l'hepsidine, l'autre la ferroportine. L'hepsidine est produite par le foie en cas de situation inflammatoire ou d'excès de fer. Et cette protéine va permettre de bloquer la ferroportine. Cette ferroportine permettant d'une part d'absorber au niveau entérocytaire le fer, d'autre part de relarguer le fer qui est dans le macrophage vers la circulation sanguine. Donc vous comprenez comme ça que si j'ai trop d'hepsidine dans la circulation, je bloque ma ferroportine, je ne peux pas absorber le fer dans le tube digestif, et je ne peux pas le relarguer des macrophages. Illustration, en situation d'insuffisance cardiaque où il y a une inflammation très régulièrement présente, donner du fer à ces patients par voie orale ne sert à rien parce qu'ils ne pourront pas l'absorber. De la même façon, ces patients ne pourront pas relarguer le fer qui est stocké dans le macrophage puisque la ferroportine est bloquée par l'excès d'hepsidine. Maintenant, les conséquences de cette mécanistique de la carence martiale, c'est que si vous voulez donner, si un patient est carencé, vous voulez supplémenter ce patient, le mécanisme sous-jacent est bien sûr crucial. En cas de carence absolue, vous pouvez très bien donner du fer par voie orale ou par voie intraveineuse, les deux seront efficaces. Par voie orale, le problème c'est que vous aurez une limitation parce que la tolérance est médiocre, et donc il faut le donner pendant 3, 4 mois, 5 mois, donc c'est un peu compliqué pour les patients de rester observants, ce qu'on n'aura pas avec le fer intraveineux. En cas de situation inflammatoire, très différent, car en cas d'inflammation, vous ne pourrez pas donner du fer oral parce que ce fer oral ne sera pas absorbé. Donc en cas de situation inflammatoire, la seule façon de compenser la carence martiale, c'est de donner du fer intraveineux pour chanter cet entérocyte qui va être bloqué au niveau de la ferroportine, de la paroi basale de l'entérocyte. J'en ai fini, vous avez compris
plusieurs messages clés. Petit 1, carence martiale extrêmement fréquente, qu'il y ait ou pas d'anémie, la carence martiale seule. Petit 2, comprenez les mécanismes, carence absolue, carence fonctionnelle, qui vont vous permettre de mieux diagnostiquer les patients et surtout de mieux guider votre traitement. Dernier message final, quand vous allez regarder vos patients traités par fer, qu'ils soient IV ou oral, et vous voulez voir au bout de combien de temps les anomalies que vous avez détectées, c'est-à-dire la baisse de ferritine ou la baisse de saturation de transférine, se corrigent, grosso modo entre 15 et 30 jours après le début du traitement pour le fer IV, plutôt 1 mois ou 2 mois pour le fer oral.